Bonjour à tous. Il y a quelque chose que j'entends depuis aussi longtemps que je m'en souvienne, qui est omniprésent dans notre culture, au point que c'est un des thèmes centraux du film Vice Versa de Pixar. C'est l'idée qu'il y aurait d'un côté des émotions positives, comme la joie, la gratitude, le désir ou le soulagement, et d'un autre côté les émotions négatives, comme la colère, la tristesse ou la peur. Et donc ces émotions jugées négatives, il faudrait autant que possible éviter de les exprimer, voire de les ressentir. Il faudrait presque les faire disparaître autant que possible. Un peu comme pour ne pas apporter de mauvaises ondes dans l'univers. D'ailleurs, il existe même dans certains milieux des objets ou des rituels qui visent à conjurer les émotions négatives. Je pense par exemple à certaines pierres en lithothérapie, comme l'aventurine verte, dont l'une des propriétés serait de bloquer les émotions négatives, et je pense aussi à certains exercices en sophrologie qui consistent à effectuer des gestes pour, symboliquement, jeter les émotions négatives loin de nous. Et ce dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est d'une part de pourquoi d'après moi ça fonctionne pas, et c'est même contre-productif de penser les choses comme ça, et du coup de comment est-ce qu'on peut envisager autrement la relation à l'ensemble de nos émotions. Je me souviens quand j'ai eu mes premiers cours sur la neurobiologie des émotions en licence de psycho, le premier truc que le prof nous a dit, c'est qu'il était difficile de définir les émotions sur le plan conceptuel, même si intuitivement, tout le monde avait une assez bonne idée de ce que ça pouvait être. C'est un peu comme de définir ce qu'est le vivant quand on est biologiste, ou de définir ce qu'est une particule quand on est physicien. C'est d'autant plus difficile qu'on est allé au-delà d'une compréhension intuitive et naïve du sujet. Ma compréhension des émotions, elle se base simplement sur ce qui m'est personnellement utile, en pratique, dans ma vie, et pour faire mon travail. Si je me réfère au neurologue Antonio Damasio, en même temps qu'à l'approche de la communication non violente, je pourrais définir les émotions comme des éprouvés corporels, des patterns caractéristiques de sensations physiques qui m'informent sur l'état de mes besoins. Par exemple, si je fronce les sourcils, que j'ai des tensions qui apparaissent dans les muscles, que j'ai la température de mon corps qui monte, et une envie impérieuse d'agir, ici et maintenant, je suis probablement en colère. Si j'ai mon sourire qui s'élargit, qu'il y a mes yeux qui se plissent, et que j'expire rapidement de l'air de façon agréable, je suis probablement en train de ressentir de la joie, ou même de rire. Peut-être que ça va vous paraître évident, mais il existe des personnes qui ont beaucoup de mal à identifier leurs émotions, même si elles ressentent pourtant toutes ces sensations dans leur corps, et qu'elles n'ont a priori aucun problème de compréhension au niveau cognitif. Cette difficulté qu'on peut avoir à identifier les émotions, c'est ce qu'on appelle l'alexithymie. Les émotions, c'est des phénomènes qui sont présents chez tous les animaux, c'est-à-dire tous les êtres vivants qui ont la capacité à produire du mouvement. D'ailleurs, quelque part, c'est un peu la fonction des émotions, de créer du mouvement. En anglais, mouvement, ça se dit motion. Et donc, il suffit d'ajouter le E au début du mot pour avoir le mot emotion. J'aime bien personnellement voir les émotions comme des sources d'énergie, de différentes natures, qui vont générer un élan à agir, à produire des comportements pour satisfaire des besoins. De ce point de vue-là, le concept d'émotion négative, ça n'a pas beaucoup de sens. Parce que toutes les émotions, elles sont utiles en fait. Toutes les émotions, elles ont une fonction positive à jouer dans notre équilibre intérieur pour satisfaire nos besoins. Par exemple, la fonction de la peur, c'est d'éviter de se retrouver en danger ou de prendre certains risques inutiles. La fonction du dégoût, c'est de nous protéger de certaines substances toxiques pour l'organisme. La fonction de la tristesse, c'est de favoriser l'entraide et le lien social. Et la fonction de la colère, c'est de mobiliser de l'énergie pour nous défendre face à des injustices, ou alors pour pouvoir surmonter ce qui fait obstacle à notre désir. Et vous voyez que quand on appréhende les émotions sur la base de leurs fonctions, on remarque assez vite qu'elles sont toutes très utiles en fait. Elles ont toutes été sélectionnées pendant l'évolution des espèces parce qu'elles contribuaient d'une manière ou d'une autre à faciliter la vie, ou à défaut, à faciliter la survie. En communication non violente, on parle pas non plus d'émotions négatives.
Par contre, on utilise un autre découpage qui me semble beaucoup plus intéressant. On va parler d'émotions agréables et désagréables. Vous allez me dire que c'est quand même assez proche, qu'on remplace juste un découpage binaire par un autre découpage binaire, mais ce découpage-là, entre agréable et désagréable, il n'implique pas du tout la même chose. Les émotions agréables, telles qu'on les définit en CNV, c'est des émotions qui vont émerger quand certains de nos besoins sont satisfaits. Et du coup, ça va nous inviter à pouvoir réitérer ce comportement, un peu comme le renforcement positif, ça invite à la célébration et à l'expression de notre gratitude pour ce qui nous a fait du bien. Les émotions désagréables, à l'inverse, elles émergent quand certains de nos besoins ne sont pas satisfaits. Par exemple, c'est ce qu'on ressent quand on a faim, ou quand on a soif, ou quand il y a de la douleur. Ces émotions, qu'on peut voir comme des signaux d'alarme, elles nous informent de l'importance de mettre en place, dès que possible, des actions pour satisfaire les besoins qui se trouvent derrière, et du coup rétablir notre équilibre intérieur. C'est un peu comme quand le voyant de la réserve s'allume sur le tableau de bord d'une voiture. C'est fait pour attirer notre attention sur l'importance d'aller faire le plein rapidement si on ne veut pas tomber en panne d'essence. Il s'agit de dépenser un peu d'énergie à court terme, en s'organisant pour aller faire le plein, et du coup ne pas avoir besoin de dépenser beaucoup plus d'énergie sur le long terme, par exemple en payant à un dépanneur plusieurs centaines d'euros. Dépenser beaucoup plus d'énergie sur le long terme, c'est ce qui va se passer mécaniquement si d'aventure on prend trop à la légère ces signaux d'alarme, qu'on n'en tient pas compte, et qu'on fait comme si ce signal d'alarme n'était pas important, n'était pas pertinent à considérer. Alors après, tout ça permet pas vraiment de déterminer précisément, conceptuellement, ce que sont les émotions, et comment on fait pour distinguer les différentes émotions les unes des autres. Parce qu'après tout, c'est vrai que le découpage entre certaines émotions qui sont proches peut sembler parfois un peu arbitraire, notamment quand on commence à s'intéresser aux émotions sociales, qui sont des émotions plus complexes, comme la honte et la culpabilité. Mais pour le moment, je vais laisser ça aux philosophes de l'esprit, et je vais vous partager plus simplement comment moi je m'y prends pour identifier et nommer les émotions au quotidien, en pratique. En gros, je me base tout simplement sur les émotions qu'on peut voir dans le film Vice-Versa. La joie, la colère, la peur, le dégoût et la tristesse. J'en ajoute juste une sixième, qui est la surprise. En fait, c'est ce qu'on appelle les émotions primaires de base, qui ont été définies par Paul Ekman en 1971 comme étant universelles chez tous les mammifères. C'est un peu comme des couleurs primaires avec la peinture. Elles vont constituer nos expériences émotionnelles, et elles pourront ensuite se combiner entre elles pour donner lieu à des émotions plus complexes. Si je mélange la colère et la peur, ça pourra donner la méfiance. Si je mélange la joie et la peur, ça pourra générer un sentiment d'horreur mais qui sera vécu positivement. Si je fais un manège dans un parc d'attractions, ou que je regarde un film d'horreur. Il y a quelque chose de l'ordre de la peur, mais qui est joyeux quand même. Par la suite, dans les années 90, Paul Ekman a ajouté 10 autres émotions à sa liste des émotions de base, mais je trouve pas que ce soit particulièrement utile pour appréhender les émotions en premier lieu. Alors, si vous êtes curieux, je vous laisserai regarder le PDF que je mettrai en description, et du coup je vous invite au passage à aller voir le film Vice-Versa 2, qui sortira au cinéma en 2024, cette année, et qui abordera visiblement certaines de ces émotions plus complexes, comme la gêne, la honte et l'ennui, par exemple. En attendant, la plupart du temps, les 6 émotions de base de Paul Ekman, elles me suffisent amplement pour me connecter aux personnes autour de moi sur un large nuancier d'émotions. Parce que, évidemment, il existe plein de façons différentes d'avoir peur, ou d'être triste. Et surtout, avant de chercher à mettre des mots précis sur ce qu'une personne ressent, en fait, le plus important, ça va être d'abord de comprendre la fonction de l'émotion, dans son contexte. Mettre des mots sur l'émotion, c'est vraiment pas le plus important. Le plus important, ça va être de pouvoir se connecter à l'autre, à ce qu'il vit, même si on n'a pas les mots pour le dire, même si on n'a pas les mots pour nommer ce qu'il vit. Pour déterminer la fonction d'une émotion, ça demande d'abord qu'on se pose un peu avec cette notion de fonctionnalité. Ça veut dire quoi que quelque chose fonctionne, que quelque chose est fonctionnel? Pour moi, un comportement il est fonctionnel quand il permet d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, de produire le résultat attendu. C'est un peu comme ce qu'Hygiène Mentale, il appelle lui la rationalité instrumentale, mais c'est pas très important. En thérapie ACT, on va parler de
Contextualisme fonctionnel. Alors, je sais que c'est un gros mot, je vous vois d'ici hausser des sourcils, mais tout va bien. En fait, c'est vraiment quelque chose que je trouve très intuitif. Tout simplement, c'est est-ce que nos comportements fonctionnent dans le contexte où on se trouve? Est-ce que ça fonctionne à court terme, à moyen terme et à long terme? Est-ce que notre manière d'agir dans le monde, elle est utile pour faire ce qu'on essaye de faire? Pour obtenir les résultats qu'on essaye d'obtenir? Est-ce que ça marche? Auquel cas, c'est fonctionnel. Ou est-ce que ça marche pas? Et donc, on dira que c'est dysfonctionnel. Comme je l'ai dit un peu avant, la fonction des émotions, c'est de mettre le corps en mouvement, de produire des comportements pour satisfaire des besoins. Il y a Esther Taïfé qui parle souvent de ça sur sa chaîne, quand elle parle du modèle de Brooke Castillo. Elle fait le lien directement entre les émotions qu'on ressent et les comportements qu'on va mettre en place derrière. Parce que, en fait, nos comportements découlent de nos émotions. De ce point de vue-là, une émotion positive, ou fonctionnelle, ce sera une émotion qui permet effectivement, de par la manière dont elle se traduit en comportement, de prendre soin de nos besoins dans le contexte où on se trouve. Et une émotion négative, ou dysfonctionnelle, ce sera une émotion qui, de par la manière dont on l'exprime dans nos actions, elle permettra pas de prendre soin de nos besoins. Et du coup, on pourra aussi parler d'expression contre-productive des émotions. Parce que la manière dont elles s'expriment, par exemple, de façon complètement disproportionnée par rapport au contexte, ça aura l'effet inverse de l'objectif visé au départ. Typiquement, ça sera le parent qui essaye de soumettre son enfant par la menace, et qui, immédiatement, va réactiver chez cet enfant une envie de se rebeller et d'envoyer balader son parent. Ça a l'effet complètement inverse de ce qu'était l'objectif de départ. En général, les émotions dysfonctionnelles, elles sont assez désagréables pour toutes les personnes impliquées, y compris pour celles qui les ressentent. Et parfois, à court terme, une émotion dysfonctionnelle, elle pourra effectivement satisfaire des besoins chez nous, mais au détriment des besoins des autres. Ce que les autres pourront vivre comme une forme de violence, ce qui fait que sur le long terme, ça risque fortement de nous retomber dessus en fait, notamment en détériorant la qualité de la relation qu'on a avec l'autre. Donc je pense qu'à ce stade, vous comprenez comme moi qu'en réalité, en fait chacune des 6 émotions primaires de base, elles peuvent toutes être soit positives, soit négatives, selon le contexte dans lequel elles vont s'exprimer, et selon si leur expression elle est fonctionnelle ou dysfonctionnelle. Si je prends le cas de la colère, une colère positive, ce sera une colère qui me permet de dénoncer les injustices, de persévérer dans un effort, ou alors qui me permettra de faire respecter mes limites dans la relation à l'autre. Parfois, une colère positive, ce sera juste exprimer mon émotion de sorte à décharger une tension musculaire et à ressentir un soulagement derrière. Une colère négative, par contre, ce sera, par exemple, quand j'exerce une pression sur l'autre, quand je vais l'intimider, chercher à le soumettre en lui faisant peur. Ce sera quand j'utilise les mots pour blesser l'autre, pour lui faire mal, un peu comme si je voulais le frapper avec les mots. Et parfois, une colère négative, ça va consister à se blesser soi-même, ce qu'on pourra retrouver parfois dans certains troubles de la personnalité, par exemple. Ensuite, si on parle de la joie, une joie positive, ça va être quand on partage son enthousiasme avec les autres, son émerveillement, pour en faire profiter les autres, ou parfois ce sera même tout seul, quand on est simplement satisfait d'avoir réussi à bien retourner une crêpe sans la faire tomber, ou alors quand on a fait un super smash au badminton, et qu'on est content de nous-mêmes, ça va générer une sorte de joie qui nous fait du bien en fait, qui nourrit des besoins. À l'inverse, une joie négative, ce sera quelque chose qu'on peut retrouver dans le harcèlement scolaire, où tout un groupe de personnes pourra beaucoup s'amuser et avoir beaucoup de joie à faire preuve de cruauté, à persécuter un bouc émissaire qui, lui, va en souffrir. Une joie négative, ce sera aussi quelque chose qu'on peut retrouver, par exemple, dans certaines phases maniaques, dans le cas d'un trouble bipolaire, où la joie, elle va nous pousser à agir de façon impulsive, à prendre des risques et à se mettre en danger. J'ai une patiente comme ça qui m'a raconté une fois que lorsqu'elle a fait un virage maniaque, elle était complètement désinhibée, elle ressentait plus du tout la peur, et elle a dit comme ça un matin, en riant, quand elle parlait au médecin, qu'elle avait envie de mettre fin à ses jours, mais elle disait ça presque avec amusement. Le truc, c'est que le risque de passage à l'acte, lui, il était bien réel. En fait, cette joie dysfonctionnelle qu'elle ressentait à ce moment-là, cette joie-là, elle contribuait à la mettre en danger, parce que ça pouvait justement faciliter un passage à l'acte. C'est pour ça qu'on parle d'une joie négative.
une joie qui permet pas de satisfaire des besoins à ce moment-là. Si on prend l'émotion de la tristesse, une tristesse positive, ce sera par exemple quand on peut se soutenir et faire preuve de solidarité face à une adversité, avec nos compagnons d'infortune. Ce sera quand on vit un deuil et que cette tristesse permet de sentir en même temps l'importance qu'avait cette personne pour nous. La tristesse positive, c'est aussi ce qui va renforcer les liens sociaux, c'est ce qui va contribuer à créer parfois de la profondeur, qu'on va être confronté à des choses tragiques, à des choses douloureuses, et que cette connexion émotionnelle sur la base d'une douleur partagée, ça va créer de la profondeur aussi, ça va créer de l'intimité en fait dans les relations. À l'inverse, une tristesse négative, ce sera quand on s'enferme dans des pensées qui alimentent des cercles vicieux, qui nous amènent à ne voir que ce qui va pas dans le monde et en nous-mêmes, qui va faire qu'on va se sentir totalement impuissant à sortir de cette situation qui est insatisfaisante pour nous. Une tristesse négative, quand elle n'est pas accompagnée d'un soutien adapté, d'un entourage soutenant, c'est ce qui conduit peu à peu aux différentes formes de dépression. Si on prend l'émotion du dégoût, un dégoût positif, ce sera un dégoût qui permet de préserver notre santé en évitant d'ingérer des aliments avariés, comme par exemple du lait qui serait resté trop longtemps au frigo et qui formerait des dépôts suspects quand on les verse dans le bol. Du coup, on va pas le boire et on va pas se rendre malade. C'est aussi ce qui va faire qu'on va repérer tout de suite certaines odeurs désagréables. Par exemple, une odeur inhabituelle de gaz dans l'appartement, qui va permettre d'agir, en fonction de ça, de manière adaptée, en éteignant le gaz qu'on avait laissé allumer sans faire exprès. Le dégoût positif, c'est aussi ce qui fait qu'on va spontanément vouloir aider un enfant en bas âge qui a le nez qui coule, par exemple. On va l'aider à se moucher, et du coup on va contribuer à son hygiène et à sa santé. Parce qu'en réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'on trouvait juste ça dégoûtant, en fait qu'il ait de la morve comme ça qui coule de son nez. Le dégoût négatif, par contre, c'est ce qui pourra induire des problèmes de santé, parce que justement on va avoir une alimentation trop restrictive. Je connais des personnes comme ça qui m'ont déjà dit « j'aime pas les légumes ». Et du coup, vu que j'aime pas les légumes, j'en mange jamais. Ou d'autres personnes qui vont dire « Ah je trouve que l'eau c'est fade, alors du coup je préfère boire des sodas et du jus de fruits ». Alors ok, du coup ils ont du dégoût pour certains aliments, pour certaines boissons, et du coup ils les consomment pas, mais ça peut restreindre leur alimentation de sorte à avoir du coup des problèmes de santé par la suite. Parce que justement il y a une sorte de fermeture au champ des possibles, une sorte de restriction de ce qu'ils peuvent manger en fait. Parfois, le dégoût négatif, c'est ce qui va se fixer sur des personnes, ou certaines parties du corps. Il existe par exemple certains stéréotypes sociaux qui vont associer certaines couleurs de cheveux, ou certaines couleurs de peau, à des odeurs jugées ontologiquement aversives. Parfois, ce sera envers des personnes qui seront jugées trop grosses, ou trop maigres, par rapport à des normes sociales. Le dégoût négatif, ça se manifeste aussi dans certaines dynamiques de harcèlement scolaire, où le bouc émissaire, il sera considéré symboliquement comme un pestiféré. Il sera rejeté avec des mimiques de dégoût, les gens ils vont se pincer le nez à côté de lui, et du coup ils vont lui renvoyer le message qu'il devrait avoir honte d'être qui il est. On va lui renvoyer le message qu'il est dégoûtant. Sans forcément se rendre compte à ce moment-là qu'on est en train de créer des traumatismes en fait, chez la personne. Si on prend le cas de la peur, une peur positive, c'est ce qui va contribuer réellement à nous protéger de certains dangers. Par exemple, quand on regarde à gauche et à droite avant de traverser la route, ou qu'on attend d'être à l'arrêt en voiture pour manipuler l'écran de son GPS, pour éviter de prendre des risques en conduisant. Une peur qui est fonctionnelle, c'est aussi par exemple quand on va se montrer vigilant, quand on reçoit un mail inhabituel, pour éviter de se faire avoir par un site de phishing. Une peur négative, c'est ce qui va nous faire fuir certaines choses, qui va générer des comportements d'évitement de plus en plus extrêmes, et contribuer petit à petit à nous isoler socialement, ou à nous faire développer diverses phobies qui finiront parfois par nous handicaper dans différents domaines de notre vie. Parfois, une peur négative, c'est ce qui va nous amener à croire des choses complètement irrationnelles, mais qui nous rassurent, un peu comme une croyance doudou, qui nous sécurise, et du coup on va se cramponner à cette croyance, parfois jusqu'à nier tous les éléments de la réalité qui vont pas dans ce sens-là. Ce qui fait qu'on risque de s'enfermer un peu dans ces croyances-là, dans lesquelles les autres vont pas nous rejoindre parce que eux ils auront pas les mêmes croyances, ce qui fait qu'on risque de s'isoler et du coup de perdre des relations à cause de ça. Surtout que parfois, quand on a peur, on va chercher absolument à convertir les autres à nos croyances, parce qu'on va être persuadé d'avoir tout compris, d'avoir la vérité, etc. Et du coup que ceux qui n'ont pas compris, eux, ils sont dans l'erreur, ils se trompent, que ce sont des hérétiques, et que du coup il faut les remettre dans le droit chemin. C'est là aussi que parfois la peur négative, elle va se transformer en violence, parce que au nom de la peur,
on va préventivement agresser l'autre, en étant persuadé qu'on ne fait en fait que se défendre, qu'on est légitime, alors qu'on ne fait en réalité que de rationaliser sa propre violence arbitraire en se racontant des histoires. Je vais pas parler de la surprise comme émotion positive ou négative, parce que je trouve que c'est moins important à appréhender. La surprise, c'est simplement une forme de vigilance face à de la nouveauté, face à de l'imprévu. En gros, c'est une émotion qui va rapidement se transformer soit en peur, soit en joie, soit en autre chose. C'est une émotion qui a pour fonction d'augmenter le niveau de vigilance, de repérer si, dans l'environnement, dans le contexte où on se trouve, on est en sécurité ou pas. Et du coup, c'est moins important de la repérer par rapport aux autres émotions dont j'ai parlé. Par contre, il y a une autre émotion qui n'est pas dans les émotions primaires de Paul Ekman et qui me paraît importante à aborder sous l'angle de cette binarité positif-négatif, c'est le stress, qui est aussi une expérience émotionnelle. Je voulais en parler du stress parce que j'avais été pas mal marqué par un TED que j'avais vu sur le sujet, dont je mettrai le lien en description, et ce TED, il expliquait que la perception qu'on a du stress, ça modifie en partie son impact sur l'organisme, biologiquement parlant. La personne qui présentait le TED, elle concluait son speech par un slogan qui permet, je crois, d'assainir la relation qu'on peut avoir au stress. Ce slogan, c'était « This is my body helping me facing this challenge ». On pardonnera mon accent français. Le stress positif, en fait, c'est ce qui va nous aider à persévérer et à donner le meilleur de nous-mêmes dans une situation complexe qui est challengeante. Par exemple, avant d'aller à un spectacle, à un examen ou à un rendez-vous amoureux. Le stress, c'est une manière de mobiliser dans notre corps l'énergie dont on va avoir besoin pour répondre aux défis et aux contraintes de l'environnement, pour nous donner les moyens de faire ce qu'on a envie de faire, de réussir ce qu'on a envie de réussir, ou même tout simplement de changer des choses dans notre vie quand ces choses ne nous conviennent plus. Le stress, dans ces cas-là, c'est un allié qui est très précieux, c'est un messager qui va nous aider à aller là où c'est bon pour nous. Le stress négatif, par contre, c'est ce qui risque plutôt de nous paralyser, de nous empêcher d'agir, de nous faire perdre nos moyens, de sorte qu'on peut plus faire ce qu'on a envie de faire, voire même qu'on n'arrivera plus à rien faire du tout parce qu'on sera figé comme un lapin devant les phares d'une voiture. Le plus dommageable avec le stress négatif, c'est ce qu'on appelle le stress chronique, quand on se retrouve et qu'on reste dans un environnement violent ou insécurisant. Un environnement qui est source d'un stress important et qu'on n'arrivera jamais à trouver un espace ou des personnes avec qui on se sent en sécurité. Et c'est ce qui aura pour effet d'épuiser le corps, d'affaiblir le système immunitaire, qui fera qu'on tombera beaucoup plus souvent malade, et ça va entraîner aussi une fatigue chronique. Parce que le corps, il n'est pas conçu pour être en permanence sous stress. Le besoin de sécurité au quotidien, c'est littéralement une question de santé mentale en fait. Et si on n'écoute pas les signes d'alarme de notre corps, dans ce qu'ils ont de positif, c'est-à-dire d'utile, voire de nécessaire, ça risque d'avoir des conséquences sur notre qualité de vie à long terme. Le stress, c'est un signal d'alarme, et il est là pour nous indiquer quels sont les besoins en nous qui sont importants à considérer. C'est un message qui indique qu'il est urgent d'agir d'une manière qui prend en compte ces besoins-là. Voilà pourquoi je pense que ça n'a pas vraiment de sens de cataloguer certaines émotions comme intrinsèquement positives ou négatives. Mieux vaut, à mon avis, chercher à comprendre pourquoi les émotions se manifestent, de chercher à comprendre ce que la personne elle essaye de faire à ce moment-là. Dans la mesure du possible, il s'agit en fait d'identifier c'est quoi les besoins et les valeurs en jeu derrière les émotions exprimées. Et ça, c'est une gymnastique qui contribuera en général à mieux se comprendre les uns les autres. Alors la prochaine fois que vous vous retrouvez à penser que vous ou une personne autour de vous exprime des émotions négatives, plutôt que de vous juger ou de juger la personne pour ça, plutôt que de l'inciter à faire taire ses émotions, ce que je vous invite à faire, dans la mesure de vos moyens, c'est à faire preuve de curiosité, à essayer d'identifier, derrière ces émotions, c'est quoi qui est important, qu'est-ce que vous ou la personne essayez de faire à ce moment-là. Essayez de voir à quels endroits il y a de la vulnérabilité. C'est quoi les besoins que vous essayez de satisfaire à ce moment-là, ou que l'autre personne essaye de satisfaire à ce moment-là. Et est-ce que ça fonctionne ? N'hésitez pas à me partager vos retours d'expérience par rapport à ça. Je suis assez curieux de savoir ce que vous allez découvrir comme besoin important derrière vos émotions, ou derrière les émotions des autres.
et je suis assez curieux de savoir dans quelle mesure est-ce que ça va vous aider à mettre en place des actions qui pourront être fonctionnelles, qui pourront vous aider à nourrir ces besoins. Parce que plus vos besoins vont être conscientisés, plus ils vont être clairs, plus ça va être facile de se montrer créatif et mettre en place des actions pour les satisfaire. Et moi, je m'arrête là pour ce deuxième épisode sur les émotions négatives. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, que ce soit sur le fond ou sur la forme. Comme vous le voyez, moi je suis encore en train d'apprendre, à la fois à mieux utiliser mon micro, et aussi les logiciels de montage. Du coup, vos retours, ils me permettent aussi de progresser à ce niveau-là. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode, et d'ici là, prenez soin de vous et des autres, en allant là où c'est vivant.